companion. That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. J'étais en train de dire à mon invité qui était, c'était en off, je disais s'il vous plaît, taisez-vous, je veux garder tout ce que vous êtes en train de me dire pour l'émission. Donc ça promet une très belle émission. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Un film sort le 25 septembre, le film s'intitule Danser sur un volcan. C'est un film qui se déroule dans une géographie qui a été énormément sollicitée par le cinéma. On va en parler de ça aussi. C'est un film qui parle aussi d'un autre film dans des contextes très particuliers. On va aller très très vite. Le synopsis, vous pouvez le trouver sur Allociné. Danser sur un volcan, ça dit quoi? D'abord, ça dresse une date, le 4 août 2020, une explosion terrible au port de Beyrouth. Et en parallèle, il y avait une équipe de tournage d'un film. On en parlera juste après s'il est sorti ou pas. Il s'appelle Costa Brava Lebanon, de la réalisatrice Mounia Akel. J'espère que j'ai bien prononcé son nom de famille. J'en suis désolé si je l'ai écorché. Et donc, cette équipe fait face à un dilemme. Soit ils affrontent le chaos et ils poursuivent le tournage du film, ou soit ils abandonnent. Parce que, en plus des répercussions morales, il va y avoir aussi des répercussions économiques. Et il y a au beau milieu de tout ça quelqu'un qui s'appelle Cyril Harris, qui est réalisateur, et qui, pas que, il a d'autres casquettes aussi, il porte d'autres casquettes, mais en tout cas, il se dit qu'il se passe quelque chose et que, comme n'importe quel cinéaste qui se respecte, eh ben, il va capter ces choses-là qui sont en train de se passer. Le film s'appelle Danser sur un volcan, il sort le 25 septembre. Je remercie énormément Thierry Vidot pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et Cyril donc est là pour nous en parler de ce film et je suis vraiment très content. Je pose une simple première question que je pose à tous mes invités. Et donc, c'est très drôle parce que j'avais reçu il y a 2 ans et demi, je crois, le cinéaste Hassan Salhab, dont on voit certaines des affiches de ses films dans les locaux En effet. dans les locaux de la boîte de production. Et je lui avais posé cette question, comment ça va? Et il m'avait fait une réponse de 10 minutes en me disant, en gros, mais tu te rends pas compte de ce que tu me demandes, je viens du Liban et tu me demandes comment ça va. Et ça avait donné une réponse de 10 minutes. Mais moi, je vais vous la poser quand même. Comment ça va? Ouf. Ouais, j'avoue que c'est une question quand même assez compliquée au Liban en toute période, franchement, parce que le Liban est très souvent traversé par des crises. Donc là, en fait, ça fait depuis 2019 qu'on passe par une panoplie de crises économiques, financières, politiques, sociales, explosion du port de Beyrouth. Bon, là, récemment, évidemment, depuis le 7 octobre 2023, c'est la guerre à la frontière sud, au, au sud du Liban. Mais évidemment, cette guerre-là a des répercussions sur toute la géographie, sur l'ensemble du pays. Et donc, il y a constamment un peu cette anxiété d'élargissement de la guerre entre Israël et le Hezbollah libanais. Donc, effectivement, la question comment ça va est assez compliquée. Je pense que relativement, on fait avec, on vit. Les Libanais sont plus ou moins habitués à être constamment dans un contexte de crise. Donc voilà, on fait avec. Est-ce que c'est la meilleure période? Non, mais bon, on vit et on continue, on va de l'avant. Je suis arrivé à détester les papiers dans lesquels souvent écrits par de brillants critiques de cinéma, mais qui ont tendance à dire que quand ça parle de cinéma qui ne viennent pas forcément des États-Unis ou de quelques pays d'Europe, ou voire même de quelques pays d'Asie, on va dire le Japon par exemple, ou la Corée du Sud, si je me trompe pas, ouais, la Corée du Sud. Mais quand ça vient des pays d'Afrique ou de certains pays du Moyen-Orient, ils disent « nous avons des nouvelles de tel cinéaste ». Je déteste quand on dit « nous avons des nouvelles ». Donc, je préfère poser la question à l'auteur lui-même en lui disant « comment ça va ». Donc, n'y voyez pas, j'espère, c'est ceux qui nous regardent, une provocation de ma part. Non, c'est très, très sincère quand je pose la question « comment ça va ». Et c'est peut-être même c'est le seul moment où je me permets une indiscrétion, où je mets le cinéma un peu de côté. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup d'y avoir répondu. On va continuer dans cette logique-là. Le film, vous décidez d'ouvrir et de fermer,
enfin pratiquement de fermer, parce que les derniers plans, c'est autre chose, c'est ce que vous avez fabriqué, c'est vos images. Mais d'ouvrir et de pratiquement fermer votre film avec un autre film, une autre connexion, une autre ambiance, je ne sais pas, je pense pas, je pense que c'est un peu la même ambiance. Mais c'est un cinéaste que vous sollicitez, qui est Maroun Baghdadi. Là encore, je le prononce mal, mais j'en suis désolé. Et pour ce film Whispers, Murmure, si je ne me trompe En pas. effet. Et en fait, Murmure, oui, c'est ça. voilà, Murmure. Et vous convoquez un extrait de ce film au début et pratiquement vers la fin. Et en fait, il y a cette. Et puis, on y voit des personnages, une femme qui erre comme ça dans Beyrouth. Il y a la guerre, où il y a eu la guerre, mais il y aura aussi la guerre. Et le décor n'est pas un décor de cinéma, encore que. Et elle dit cette phrase terrible, elle dit « j'ai envie de tuer ». Et puis, il y a la fin du... et puis, vous reprenez ces images-là, enfin, vous reprenez ce film-là, cette archive, ce cinéma-là, Baghdadi, pour la fin. Est-ce que ce sont vos propres images, au moment où vous montez le film, qui, par un concours de circonstances, appellent à se connecter avec celle de Baghdadi? Ou est-ce que Baghdadi, vous l'aviez en tête dès le début, lorsque vous avez commencé à filmer le tournage de la cinéaste Mounia Akel? Alors, bon, je vais un peu élaborer dans la réponse, parce que je vais parler un peu de Maroun Bardadi. Alors en fait, Maroun Bardadi est vraiment est considéré comme le parrain du cinéma libanais. C'était un des cinéastes les plus reconnus au Liban. C'est un réalisateur qui a fait des films de fiction et des documentaires dans les années 70 et les années 80, donc vraiment en pleine guerre civile libanaise, qui était entre 75 et 90, et qui est vraiment un cinéaste qui a documenté la guerre. Et donc, ces films étaient assez difficiles d'accès. C'était assez compliqué de pouvoir retrouver ces films, surtout dans les années 90, les années 2000. C'était un peu des films perdus. Maroun Bardadi lui-même est décédé de circonstances assez tragiques, relativement jeune, à l'âge enfin, il avait la quarantaine. Et donc, du coup, ces films étaient un peu en voie de disparition. Et il y a une association libanaise qui s'appelle Nadi Likul Nas, qui a fait un super travail de recherche et qui a récupéré un peu tous ces pellicules, 35 mm, et qui a fait un super travail de remasterisation et de rediffusion des films. Et donc, moi, un peu comme le reste des Libanais de ma génération, j'ai découvert les films de Bardadi dans les années 2010 à peu près, les films de fiction. Les films de documentaire étaient bien plus compliqués d'accès, mais finalement, j'ai réussi à découvrir ces films en 2020, en fait, en parallèle au tournage de mon propre documentaire. Le documentaire qui m'a vraiment, qui a attiré mon attention, c'était le documentaire Murmure de 1980, qui est le documentaire duquel j'utilise des extraits dans le film. Parce que tout simplement que lorsque j'ai vu ou bien j'ai découvert ce documentaire, j'ai réalisé que c'était un documentaire qui était tellement d'actualité. C'est un film qui a été fait il y a 40 ans, mais qui était tellement d'actualité que je me suis dit, c'est vraiment comme si ce documentaire a été fait aujourd'hui. C'est comme si on faisait le même documentaire. Parce que ce que Maroun Bardadi fait dans Murmure, c'est qu'il suit cette poète, cette femme poète, écrivaine Nadia Touaini, qui rentre à Beyrouth et qui redécouvre un Beyrouth complètement détruit, en plein milieu de la guerre, et qui se balade un peu dans les rues détruites, et qui dit justement, quand je vois cette ville toute détruite, ma ville toute détruite, je ressens un sentiment très bizarre. C'est un sentiment de vouloir tuer la personne qui est responsable de la destruction de ma ville. Donc, il y avait un peu cette même rage qu'on avait un peu à Beyrouth suite à l'explosion, où on avait vraiment un gros désir de vengeance ou bien de colère contre la classe politique qui avait stocké justement de manière très criminelle ces 2750 tonnes de nitrate d'ammonium qui ont justement
explosé ce jour-là, le 4 août 2020, et qui ont vraiment ravagé la ville. Et qui Donc, il y était avait là un peu... depuis, et qui était là depuis un Ah, certain temps. C'est ça aussi. oui, Voilà. Depuis c'est 10 ça, ans. depuis genre 2013 ou quelque chose comme ça. Donc, ouais, c'était 6-7 ans. Enfin, ils étaient stockés au port de manière vraiment criminelle. Donc, c'est un concours de circonstances, de corruption, de criminalité, de négligence enfin, dont les résultats étaient la destruction de la ville de Beyrouth pour une énième fois. Bref, pour revenir à Baghdadi, donc en fait, il suit Nadia Twaini qui, euh, qui reflète un peu sur l'état de Beyrouth et qui commence à parler à tout genre de Libanais, des Libanais qui ont quitté, des Libanais qui sont restés, qui leur demandent pourquoi vous êtes restés, pourquoi vous avez quitté, c'est quoi votre vision de Beyrouth, etc. Et donc, j'ai réalisé que c'était un peu les mêmes questions que je me posais moi-même dans le documentaire Danser sur un volcan. C'était le même questionnement que je posais sur les personnages que je suivais dans mon documentaire. Pourquoi on continue, pourquoi on continue, qu'est-ce qui fait qu'on a toujours ce désir de vouloir créer, et qu'est-ce qui fait que d'autres personnages ont voulu abandonner carrément. Et donc, c'est là que j'ai réalisé que c'est en fait deux films qui sont en train d'être faits, enfin, un film qui a été fait il y a 40 ans, qui se pose un peu les mêmes questions. Et vu que je crois vraiment que le cinéma est une sorte de miroir de la société, ou bien c'est une réflexion du contexte social et politique dans lequel les films sont faits. Le fait que deux films à 40 ans d'écart se posent un peu la même question, c'est un peu la tragédie du Liban, c'est que l'histoire se répète, et donc du coup l'art se répète, le cinéma se répète, et les mêmes questions se répètent, et on cherche toujours ces mêmes réponses. Et donc en fait, la grosse tragédie de Beyrouth, c'est que c'est une ville qui est vraiment, qui se retrouve dans une sorte de boucle qui se répète chaque génération. Donc, chaque génération voit Beyrouth détruite et on reconstruit pour que la prochaine génération revoie Beyrouth détruite, et ainsi de suite. Et donc, voilà. Donc, j'ai utilisé au début un peu ce documentaire en tant que référence. Je voyais un peu comment lui filmait Beyrouth, quel genre de questions il se posait. Et ensuite, je me suis dit que ça serait carrément très intéressant de juste inclure ces extraits qui me servaient de référence pour créer une sorte de communication entre le cinéma libanais contemporain et le cinéma libanais des années 80, des années de la guerre, pour vraiment mettre en relief cette thématique de l'aspect cyclique de l'histoire du Liban et de l'art libanais qui se répète constamment. Donc voilà, ça c'est une longue histoire, il n'y a pas de longue mais histoire, vous savez, Cyril. Il n'y a pas de longue histoire. Il y a des histoires. Mais ça donne aussi des moments extrêmement surréalistes dans le film. Pardonnez-moi d'utiliser ce mot-là. Mais par exemple, je pense à la conversation, aux deux conversations. Une sur les hauteurs, pour le coup. On danse sur un volcan. Là, c'est plutôt sur les hauteurs. C'est le papa de Mounia qui lui explique un petit peu ce qu'il voit, c'est-à-dire il faut savoir que quand il y a eu cette explosion, bon nombre d'habitations n'avaient plus de fenêtres, de vitres, et donc on voyait exactement, on voyait la vie de les pièces quoi, de toutes ces personnes. Et puis il dit, en gros, à ce moment-là, et il y a un deuxième moment, c'est vers la fin, où sa fille donc en gros, lui dit mais c'est pas possible, tu as travaillé toute ta vie, tu as vécu toutes les guerres et ton argent est bloqué, ça n'est pas possible. Et il lui répond mais ça, on dirait une salade d'une speakerine de la télévision. Et puis il va très loin en disant je n'ai pas le temps de me plaindre, ça n'est pas possible. Et puis à un moment, il a un regard comme ça sur, en fait, pas forcément sur la nouvelle génération. Il dit en gros, à chaque fois qu'il y aura une génération, il va se passer quelque chose, il y aura un effort considérable. Et moi, je pense à un texte de Serge Danet sur un film de Maroun Baghdadi qui s'appelle Petite Guerre, le film que vous connaissez. magnifique, et il dit, oui. oui, je suis d'accord avec toi. Je crois même avec vous, pardon. Je crois même que c'était son premier long métrage de fiction. Je crois même que c'est son premier long métrage de fiction. Je prends à Baghdadi, Petite Guerre, si je me trompe pas. Il faudrait que En fait, il a fait son premier film de fiction, c'était, si je ne me trompe pas, c'était en 1975, un film qui s'appelle Beyrouth au Beyrouth, qui était un tout petit film comme ça Ouais. de fiction, mais qui a précédé Petite Guerre. Petite Guerre, je pense que c'était son premier, bah,
un peu plus grand film avec. International, oui, en plus, il a été. Oui, moi, je vois. Mais C'est ça, avec les productions françaises. Enfin, c'était une coproduction. C'est un film qui a fait qui a voyagé en des festival et tout ça. exactement. Voilà, contrairement à son premier film qui était un peu plus indépendant, qui était bien plus petit, enfin, mais qui est tout aussi magnifique. Hein. C'est un premier film qui est très ambitieux et qui est très joli aussi. Mais c'est le film Les Petites Guerres de 1982, où il a rencontré sa femme d'ailleurs, l'actrice du film, Soraya Bardadi, et que c'est le film qu'il a lancé à l'international. On va mettre Bagdadi de côté parce que moi je suis là surtout pour parler de vos films. En effet. Mais pourquoi je parlais de Petites Guerres? Parce que dans le texte d'Anné écrit, donc c'est pour Libération, et il dit dans ce film, il y a 2 questions qui sont posées. Au début, c'est quoi être cinéaste libanais? Et à la fin, c'est quoi être libanais? Et en même temps, dans le texte, il dit que Maroun Bagdadi commence à en avoir un peu marre de toujours se justifier de ce que c'est qu'être libanais et qu'il voudrait qu'on lui pose d'autres questions. Moi, je me demande, est-ce que votre film, est-ce que votre film n'est pas uniquement non, je ne veux pas avoir la prétention de dire ça, mais est-ce que le film ne pose différentes questions, dont une qui est, c'est quoi être cinéaste aujourd'hui en 2024? Avec comme option le fait que ça soit au Liban. Mais la question, c'est quoi être cinéaste aujourd'hui en 2024? Est-ce que ce ne serait pas ça finalement? Absolument. Et je pense que particulièrement au Liban, je pense que le cinéma libanais a une double fonction. C'est parce que ce n'est pas juste du cinéma, juste pour faire, en tant qu'expression artistique, mais ce sont des documents historiques et sociaux. Parce que, bon, je dis ça souvent que au Liban, on n'a pas vraiment de livre d'histoire après 1975. Donc, on va à l'école, on apprend l'histoire du Liban, le mandat français, blablabla, l'indépendance du Liban en 1943. Ensuite, on arrive en 1970, en 1975, et l'histoire se termine et le bouquin est fini. Parce que justement, on n'a pas d'histoire commune, parce que chacun a sa version des faits. On n'a pas vraiment d'histoire reconnue où les massacres, les violences sont vraiment reconnues par tous les partis, quoi. Et donc, du coup, moi, personnellement, c'est en voyant les films des cinéastes libanais des années 70-80 que j'ai vraiment appris l'histoire du Liban, que ce soit des films qui prennent le point de vue des Palestiniens, dans les camps palestiniens, ou bien des films qui sont plutôt dans le camp chrétien, entre guillemets, bref. Mais c'est là vraiment que j'ai constaté l'importance du cinéma libanais en tant que documents historiques et sociaux. Et donc, je pense qu'être cinéaste en 2020, 2024, au Liban, il y a un peu cet aspect, ou bien cette responsabilité d'être témoin d'un pays, d'une période, et de vraiment transmettre ça en images et en son, et particulièrement en émotion. Parce que moi, j'ai expérimenté la guerre à travers le cinéma libanais, à travers l'art libanais, bien plus que à travers les faits. Donc voilà, je pense que maintenant, le cinéma est vraiment important, aussi naïf que cette déclaration de soi. Je pense que le cinéma dans un pays comme le Liban est assez important pour documenter notre histoire, pour que les futures générations sachent vraiment ce que c'était que d'être dans Beyrouth le 4 août 2020, lorsque vraiment la moitié de la ville a explosé, quoi. Moi, je ne pense pas que ça soit naïf les propos que vous avez tenus, mais bon, si vous voulez, je vais aussi être naïf comme vous, par solidarité. Il y a dans votre film aussi cette volonté d'affirmer indirectement et de manière très discrète que le cinéma doit jouer un rôle. Il doit faire son métier, il doit faire son taf, si je pouvais m'exprimer un peu familièrement, on va dire ça comme ça. Et ça me rappelle une petite anecdote personnelle, et je m'en excuse, mais toujours liée au cinéma. Je me permets cette parenthèse très très courte, très subjective. Je suis d'origine algérienne, et quand il y a eu le Helak en Algérie, qui en arabe veut dire donc mouvement, où il s'est passé quelques mois où tout le monde, tous les Algériens, ont pensé qu'il allait se passer quelque chose, dont moi, et ça a été une période vraiment très importante.
j'ai posé beaucoup de questions à des collègues, amis cinéastes là-bas, de là-bas, en leur disant est-ce que vous allez prendre la caméra et est-ce que vous allez filmer? Et la plupart, la majorité me disait non, on a envie d'abord de voir ce que c'est. Certains me disaient même, utilisaient même le mot savourer. Alors, je referme la parenthèse. Par rapport à l'explosion, là, pour le coup, c'est différent. Le contexte est différent. On ne va pas savourer ce qui s'est passé, j'en suis bien d'accord. Mais vous sentez qu'il faut prendre la caméra ou l'appareil photo, peu importe, et qu'il faut faire quelque chose. Et c'est ce que j'avais lu ici quelque part quand il y a eu cette explosion catastrophique et que vous marchiez, que vous errez comme ça dans les quartiers de Beyrouth. C'est important pour vous et vous dites même, j'ai lu ça dans une interview, je crois que c'est pour L'Orient, où vous dites même, je mettrai d'ailleurs dans le descriptif le lien, vous dites même une phrase qui est très intéressante et importante à mes yeux. Vous avez besoin en fait de la caméra. C'est parce que ça crée, En effet, entre ce que vous voyez et vous. Et je ressens ça constamment pendant 1h27 dans le film Danser sur un volcan. Cette manière de vouloir voir le monde et le Liban et Beyrouth et le cinéma à travers cette caméra. J'ai cette sensation-là. Oui, en effet, je pense que moi-même, c'est un instinct de documentariste bon, il se passe quelque chose d'immense, donc il faut lever une caméra parce que c'est ce qu'on sait faire, quoi. Mais là, avec un peu de distance, je pense que il y a aussi un autre aspect qui est bon, je dirais un peu plus égoïste, qui est le fait de lever une caméra, ça crée une sorte de filtre entre le cinéaste et en fait entre le documentariste et la réalité. Ce que je vois n'est pas nécessairement vrai. Je suis en train de voir à travers un écran. C'est une manière assez bizarre de cadrer les choses, mais je trouve que ça aide un peu à digérer cette nouvelle réalité. Donc comme ça, du jour au lendemain, d'une minute à l'autre, le Beyrouth qui nous est tant familier est complètement défiguré, complètement changé. Et donc oui, une partie, c'est l'instinct de vouloir documenter ça d'une manière ou d'une autre, être conscient qu'il se passe quelque chose vraiment de très unique, mais aussi lever cette caméra pour mieux accepter, pour mieux digérer, pour observer cette nouvelle réalité et s'adapter, quoi. Enfin, essayer de l'analyser et de s'adapter éventuellement. Donc évidemment, ça commence comme ça, mais cet instinct n'aboutit pas vraiment à un film. Il faut toujours, à mon avis, enfin c'est ma manière de travailler, il faut toujours une histoire ou une sorte de narration qui puisse soutenir un peu les thèmes qui... Comment faire? Parce que vous ne pouviez absolument pas prévoir ce qui allait se passer pendant tout le tournage, j'entends bien. Hein, ah oui, en effet, oui. Le 4 août. Oui. Même après, plein de choses. Comment on s'adapte en tant que cinéaste à tout ça? Comment on s'adapte? En fait, les Libanais, d'une manière générale, s'adaptent. Ils ont une capacité à vraiment accepter un peu tout ce tout ce qu'on leur balance à la figure. Et je pense que c'est aussi, enfin, c'est impressionnant, mais c'est aussi un gros défaut. Et je pense que la classe politique ou bien les gens qui nous gouvernent ils utilisent ça contre nous, que finalement, quoi qu'on fasse, ce sont des gens qui vont s'adapter parce que ça fait 50 ans qu'ils s'adaptent, ça fait depuis les années 70 qu'ils s'adaptent. Donc, les banques sont complètement en faillite, plus de 100 milliards de dollars disparaissent comme ça du jour au lendemain. Enfin, c'est un hold-up national, quoi. Et bon, ils ont essayé de faire leur Hirak, ils ont essayé de faire leur Intifada, ils ont essayé de faire leur Saura, qui sont des terminologies différentes, enfin, pour dire un peu quoi. Une contestation populaire, une révolution populaire, mais finalement, au final, si on tient le coup, ils vont s'adapter. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc, ouais, enfin, on parle d'une monnaie qui a perdu pratiquement 98-99% de sa valeur, donc qui a complètement disparu en gros. Mais la vie est plus ou moins de retour à des circonstances normales. Enfin, pas pour tout le monde évidemment, mais les gens ont trouvé un moyen
de se fournir des rentrées en dollars d'une manière ou d'une autre, d'émigrer, de travailler à l'étranger, d'envoyer un membre de la famille à l'étranger qui renvoie des dollars ou des euros, et finalement on s'adapte. Comment les cinéastes s'adaptent? Moi personnellement, je suis un peu le train général on doit s'adapter, mais je pense que ma manière de me révolter, c'est justement à travers les films, à travers le cinéma, essayer de sonner l'alarme à travers des activités artistiques, parce que c'est ce que je sais faire, ou bien c'est ce que j'essaie de Comment faire. Oui, alors mes questions peuvent être un peu farfelues parce que quand on demande à un cinéaste comment vous avez placé cette caméra, comment vous avez choisi cette distance, parfois il y a l'instinct qui fait que il faut mettre ça ici et on ne peut pas se l'expliquer. Par contre, ce que l'on voit dans votre film, c'est donc des moments assez forts aussi. Je parlais des séquences avec le père de la cinéaste, mais aussi les problèmes de tournage. Salah Bakri, immense comédien palestinien qui doit venir jouer, vivre, travailler au Liban, et c'est très très complexe. Il y a de cela parce qu'il a le passeport de l'occupant, de l'agresseur, En effet. le passeport israélien. Vous avez, Oui. Voilà. C'est ce qu'il dit exactement. Il dit parce que j'ai le passeport de l'occupant et de l'oppresseur. Effectivement, c'est toujours très compliqué pour Saleh et ce genre d'acteurs palestiniens qui vivent sur territoire israélien, parce qu'en fait, ils se retrouvent un peu. Enfin, c'est très compliqué pour eux de sortir et de re-rentrer dans un pays arabe, alors que finalement, ce sont des acteurs arabes. Enfin, ce sont de très grands acteurs arabes. Enfin, Salah Bakri est vraiment un très grand acteur arabe, mais c'est toujours très compliqué pour lui de voyager dans d'autres pays arabes, de sortir avec un passeport, de rentrer avec un autre passeport palestinien. Donc, oui, effectivement, je me suis dit que suivre un peu ces péripéties, c'était vraiment important de montrer à quel point ces artistes ou ces acteurs palestiniens souffrent pour pratiquer leur métier. Enfin, tout simplement pour jouer dans un film arabe qui est leur propre culture. C'est vraiment, c'est genre 24 heures, 48 heures de voyage, de petits tours du monde, à passer d'un pays à l'autre, d'être transité d'un pays à l'autre, de se retrouver arrêté dans des aéroports. Il ne sait pas, il va se faire renvoyer, il ne va pas se faire renvoyer, machin. Et, enfin, tout ça pour faire un truc aussi innocent que s'exprimer à travers son métier de manière culturelle. Donc voilà, il fait de la résistance culturelle, Salah Bakri. Vraiment, j'admire ça énormément, et c'était important pour moi de mettre en valeur un peu toute cette souffrance qu'ils ont pour pouvoir pratiquer leur métier. Et en plus de cela, il y a une multiplicité de plans parce qu'en fait, il se filme avec son téléphone où il relate un peu ce qu'il est en train de vivre. Et vous arrivez à intégrer ça dans votre démarche unique. Et puis, il y a aussi d'autres moments. Et puis, il y en a un qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a une réunion de production. Il faut savoir que le film Costa Brava Lebanon est à plusieurs productions. C'est vraiment une production internationale. Je crois qu'il y a il y a l'Espagne, il y a la France, il y a d'autres pays d'Europe. Et puis donc, il y a une espèce, il y a comme là, comme nous sommes en train de faire, il y a une conversation distancielle avec tous les producteurs étrangers. Et puis, et puis libanais. Et puis à un moment, il y a le producteur espagnol. Bon, il y a des problèmes d'argent. Les dollars ne sont plus frais, comme dit la productrice. En effet. Ils sont bloqués. En effet. Et puis à un moment, il y a le producteur espagnol qui dit écoutez, j'ai peut-être une solution. Il y a Clara, et je crois que Clara, c'est Clara Roquet, la co-scénariste. En effet, voilà. C'est la co-scénariste. Il vient d'avoir son salaire. On va lui demander si elle peut nous le donner, son salaire, pour pouvoir avancer. Nous le rendre. Puis il y a la cinéaste Mouna qui littéralement, je veux dire, elle met les mains comme ça dans ses mains. Et ça parle en anglais, en français, en arabe. Et là, je me dis, mais c'est pas un climax, mais on est là au bon moment. Voilà, vous êtes là au bon moment. Et c'est pour ça que la première question que je vous posais, c'était que, est-ce que le film, finalement, essaie de poser aussi cette question, c'est quoi être cinéaste aujourd'hui? C'est quoi être cinéaste? Et donc, il y a ces séquences-là qui sont particulièrement drôles et terribles à la fois, et tragiques à la fois.
Oui, bah, écoutez, je pense que, enfin, faire un film en soi est un miracle. Genre un film, enfin n'importe où quoi, pas nécessairement au Liban ou dans le monde arabe, c'est toujours très compliqué de financer des films indépendants, enfin des films d'auteur. Ça prend toujours beaucoup de temps. Nous sommes un peu à la merci des fonds, de ce que les fonds s'attendent d'un cinéma exotique arabe, libanais, enfin ou même africain, sud-américain. Enfin bref. Donc, ouais, monter un film déjà, c'est très compliqué. Alors, monter un film en temps de crise, alors que vraiment tout s'écroule et que la ville est complètement détruite, alors là, c'est encore plus un miracle. Et donc c'est là que je me suis dit que, enfin, suivre un peu cette équipe de cinéastes, enfin, à travers leur histoire, on pourrait vraiment raconter l'histoire de tout Beyrouth qui essaye de se relever euh, d'une manière particulière, mais aussi des difficultés que tous les cinéastes de nos jours euh, enfin, à tous les obstacles que les cinéastes doivent faire face, que ce soit en termes de financement, en termes de logistique et tout ça, pour monter un film d'auteur. Quand vous avez commencé ce projet, que vous avez filmé, que vous avez pris la décision de suivre cette cinéaste et de filmer, est-ce qu'au plus profond de vous, vous étiez sûr qu'elle irait jusqu'au bout et que le film se ferait? Bah, c'était un peu la blague en fait entre Mounia, Myriam et moi. Donc, ok, Myriam, la productrice du film Costa Brava Liban, Mounia, la réalisatrice, donc le film que je suis. Il y avait toujours cette blague, c'était bah, si tu as un super documentaire, c'est que nous, on n'a pas réussi à tourner de film. Et si tu n'as pas de documentaire, c'est qu'en fait tout s'est bien passé pour nous. Donc, on espère que tu n'auras pas de documentaire. J'étais, bah ouais, et quoi. Peut-être qu'on puisse avoir les deux en même temps, hein, peut-être. Non, mais je savais que l'équipe créative était vraiment, enfin, voulait foncer coûte que coûte, quoi. Ils voulaient vraiment faire ce film euh, parce que, bah, comme elle le dit, Mounia, au début du film, elle dit que si on ne fait pas ce film, c'est qu'on aura tout perdu, c'est qu'ils auront vraiment tout pris de nous. Notre capacité à rêver, notre volonté de créer, de construire aura vraiment été perdue. Donc, je savais qu'ils allaient jusqu'au bout, mais aussi, en fait, ce qu'ils faisaient, c'était une sorte de vouloir s'isoler et de ne pas vraiment confronter cette nouvelle réalité. Donc, en fait, ils se sont dit, le film, ça a créé une sorte de bulle, une sorte de distraction qui fait que ces gens-là qui étaient vraiment dans leur bureau au moment de l'explosion, le bureau qui a complètement sauté, enfin, tout leur est tombé sur leur tête, ils sont entrés à l'hôpital, ils étaient blessés et tout ça. Ce désir de ne pas vouloir confronter un peu cette réalité, de créer un monde parallèle, enfin une petite bulle en montagne libanaise où on contrôle un peu tout ce qui se passe, parce que bon, le cinéma, finalement, surtout le cinéma de fiction, c'est on crée un petit monde où tout est très contrôlé, où la lumière est contrôlée, où les mouvements des acteurs sont plus ou moins contrôlés. L'histoire est contrôlée. Donc voilà, je pense qu'il y avait un peu, enfin d'une manière très inconsciente, hein, mais ça c'est ma propre interprétation, je pense qu'il y avait un peu ce désir de vouloir contrôler un peu sa propre réalité pour ne pas être victime de circonstances qui nous dépassent. Donc finalement, l'explosion de Beyrouth, pour revenir à quelque chose que vous avez dit un peu plus tôt, que enfin, les façades des immeubles sont tombées, les vitres sont tombées et qu'on se baladait dans la rue et qu'on voyait les gens vivre. On voyait genre quelqu'un dans sa cuisine, quelqu'un en train de mettre son linge et tout ça. C'est vraiment, c'est lorsque les circonstances externes et toute la corruption libanaise a vraiment pénétré l'intérieur des maisons des gens, qui fait que tous les masques sont tombés un peu. Et donc, je pense qu'il y avait un peu cette volonté et ce désir de vouloir recréer une bulle où on contrôle un peu tout pour ne pas faire face à cette réalité où tout nous échappe et on n'a vraiment plus aucun contrôle. Mais bon, ça c'est peut-être une analyse un peu poussée, mais je crois qu'il y avait, enfin, il y a une part de vérité dans ça, qui fait qu'on voulait juste repousser un peu cette confrontation de cette nouvelle réalité. Parce qu'ensuite, après le tournage, lorsqu'ils sont rentrés à Beyrouth,
parce que le tournage se passait en montagne libanaise, donc en dehors de Beyrouth. Lorsqu'ils sont entrés à Beyrouth, ils ont tous fait une petite dépression, quoi. C'était peut-être le blues de fin de tournage, mais aussi c'était ce retour à Beyrouth qui est encore plus en déclin qu'au début de la production. Et donc, en fait, on se demande qu'est-ce qu'on a fait, en fait. En quoi notre film ou notre art a contribué à la société, quoi, ou à la situation. Et finalement, on réalise que pas grand-chose. Et donc, c'est là qu'on se pose un peu, c'est quoi vraiment l'utilité de l'art et du cinéma en temps de crise, qui est un peu la grosse question du film. En plus de cela, ajouter à cela la pandémie du Covid. Donc, ça, c'est juste une petite parenthèse. Hein, ça, dans le contexte, c'est juste une petite parenthèse. Ah, bon, il y a le Covid, les acteurs ont eu Covid et donc on doit repousser le tournage et machin. Et qui était en contact avec les acteurs, qui était en contact avec tous les autres acteurs. Et donc, du coup, on perd tous nos acteurs, on doit confiner tous les acteurs. Donc, c'était. Mais bon, ça, c'est une petite parenthèse comparée à tout ce qui se passait autour. Danser sur un volcan, le film sort le 25 septembre. Le film est réalisé par Cyril Haris et je vous invite vraiment à vous déplacer et aller voir ce film. Cyril était là pour nous en parler. Merci beaucoup à vous. C'était vraiment un plaisir. Merci à vous. Pareil, idem. Merci, Samir. Générique. In the canyon, that's where I long to be with my 3 good companions.